Bienvenue mes chers élèves de la deuxième année bac option physique chimie SVT dans cette nouvelle vidéo consacrée au rôle du muscle dans la conversion d'énergie. Cette partie va traiter surtout l'aspect mécanique de la contraction musculaire. Donc, premièrement, on va parler des aspects mécaniques de la contraction musculaire. Avant, on va citer les différents types de muscles que nous avons dans notre corps. Donc, on a 3 types de muscles. Muscle cardiaque, du cœur. Muscle squelettique strié, c'est le sujet de notre cours. Et le muscle lisse. Pour le muscle cardiaque et le muscle lisse sont des muscles qui fonctionnent d'une façon autonome, surtout pour cardiaque, et d'une façon involontaire pour le muscle lisse. Par contre, le muscle squelettique, c'est un muscle qui est, comme son nom l'indique, squelettique, il est attaché au squelette et fonctionne d'une façon volontaire. Donc ici, on va prendre l'exemple de muscles squelettiques striés. L'exemple du biceps et le triceps sont 2 muscles qui sont attachés par des tendons aux os et ils transforment l'ATP comme énergie chimique en énergie mécanique sous forme de contraction, sous forme de mouvement, sachant que toutes les cellules du corps utilisent le glucose, le dioxygène. On a déjà vu ça dans la production de l'ATP, soit par la respiration cellulaire, par la fermentation lactique. Il y a un dégagement de la chaleur de CO2. Ce qui nous intéresse le plus, c'est que le muscle squelettique, il transforme l'énergie chimique, l'ATP, en énergie mécanique sous forme de contraction. Donc, comment peut se faire cette conversion d'énergie? On va essayer d'étudier l'aspect mécanique par l'enregistrement des contractions musculaires selon le dispositif expérimental que vous voyez ici. Pour une grenouille, on va essayer de faire une dissection au niveau de la cuisse pour dégager le nerf sciatique qui est attaché au muscle de la cuisse. Par une excitation indirecte, c'est-à-dire l'excitation du nerf sciatique par des électrodes excitatrices, on va enregistrer la réponse du muscle sous forme d'une contraction sur le cylindre enregistreur qui va nous donner un myogramme, c'est l'enregistrement obtenu. Et si vous avez le signal de stimulation, c'est-à-dire l'intensité de la stimulation, et puis en bas vous avez un chronographe qui enregistre le temps en millisecondes. Donc on va essayer de faire l'analyse de l'enregistrement obtenu, appelé le myogramme, à partir du dispositif qu'on appelle un myographe. On commence par le premier cas, la secousse musculaire isolée, sachant qu'on peut obtenir cette réponse par une seule stimulation qui est efficace. Donc, on va essayer de faire une analyse de la secousse isolée obtenue. Vous voyez qu'il est formé par 3 phases L. C'est la phase de latence, c'est-à-dire la durée qui sépare le temps d'excitation et le début de la contraction. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase de contraction enregistrée sous forme d'une ligne qui monte, avec une durée déterminée en millisecondes. Par exemple, ici, vous avez 50 millisecondes. Le temps de latence est estimé à 10 millisecondes. Et puis, la période ou la phase de relâchement, enregistrée par une ligne descendante, pour revenir à l'état initial. Donc, on parle de ce schéma appelé une secousse musculaire isolée. J'ai dit formée par 3 étapes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, cette amplitude qui exprime la force de contraction du muscle. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la secousse musculaire isolée, c'est une manifestation d'une contraction unique, c'est-à-dire une seule contraction, suite à une excitation, ou on dit excitation et stimulation, mais elle doit être efficace,
il est formé de 3 phases, c'est-à-dire la secousse musculaire, la phase de latence, j'ai déjà dit que c'est la durée entre le temps de stimulation et le début de la contraction. La deuxième phase, c'est la phase de contraction, courbe montée. La phase de relâchement, c'est le retour à l'état initial. Donc, elle est caractérisée par une amplitude. Deuxième cas, on essaye d'appliquer des stimulations d'intensité croissante à un muscle, soit directement, soit au nerf qui est lié au muscle. Donc, vous avez ici S1, S2. Lorsqu'on applique ces deux stimulations, il n'y a pas de réponse. On parle donc des excitations qui sont inefficaces. Par contre, à partir de S3, vous voyez, il y a une première secousse qui apparaît, c'est-à-dire que c'est le seuil d'excitabilité qu'on appelle la rhyobasse. Donc, S4, S5, vous voyez jusqu'à S9, vous voyez qu'il y a une augmentation de l'amplitude en fonction de l'intensité de la stimulation. Donc, si la stimulation, l'intensité augmente, l'amplitude va augmenter. On parle donc de la loi de recrutement. À S10, la stimulation 10, même si vous augmentez l'intensité de la stimulation, l'amplitude reste constante, stable. Donc, c'est-à-dire qu'à une certaine intensité, l'amplitude sera constante. Donc, de S3 jusqu'à S13, vous voyez, sont des excitations qui sont efficaces. S3, c'est le seuil d'excitation. En bas de S3, on ne peut pas enregistrer une réponse, c'est-à-dire des excitations qui sont inefficaces. S3, c'est le début, donc c'est la rhyobasse ou le seuil d'excitation. Après, lorsque l'excitation ou la stimulation, son intensité augmente, la réponse sous forme d'amplitude va augmenter. Ce qu'il faut retenir, la rhyobasse, c'est le seuil d'excitation, c'est la plus petite intensité d'excitation à partir de laquelle le muscle peut se contracter. En bas de ce seuil d'excitation, on ne peut pas enregistrer de contraction musculaire. La stimulation ou l'excitation efficace, c'est quoi? C'est une intensité supérieure ou égale à la rhyobasse. La loi de recrutement, c'est l'amplitude, c'est lorsque l'amplitude augmente avec la croissance de l'intensité de la stimulation et elle va rester stable après une certaine intensité. On va passer maintenant au cas de deux stimulations de même intensité. Donc ici, on peut enregistrer 3 cas. Par exemple, vous voyez ici, la stimulation S1 et la stimulation S2, ils sont éloignés. Et on enregistre deux secousses isolées qui ont même amplitude. Donc, S1, S2, s'ils sont éloignés, même intensité, on enregistre deux secousses isolées qui sont identiques. Le deuxième cas, lorsqu'on essaye de faire une stimulation S2 qui est rapprochée à S1, vous voyez, pendant la phase de relâchement, il y a l'enregistrement d'une autre amplitude, A2, qui est supérieure à A1. Et vous voyez ici qu'il y a une fusion incomplète des deux secousses. Par contre, dans le troisième cas, si S1, plutôt S2, se fait pendant la phase de contraction, on aura une fusion complète totale des deux secousses avec une amplitude qui est supérieure à A3, supérieure à A2. Ce qu'il faut retenir, lors de la deuxième stimulation, lorsqu'il est appliqué, donc en fonction de cette deuxième stimulation, on peut avoir 3 cas. Si la deuxième stimulation se fait pendant le relâchement, on
obtient une fusion incomplète des deux secousses avec une augmentation de l'amplitude. S'il se fait pendant la contraction, on obtient une fusion complète des deux secousses avec une augmentation de l'amplitude. Et on dit dans ce cas qu'on a fait une sommation temporelle des deux excitations. Quatrièmement, lorsqu'on applique plusieurs stimulations plus ou moins rapprochées avec la même intensité. Donc ici, on va avoir deux cas. On commence par le premier cas et on va essayer de faire une comparaison. Donc vous voyez par exemple l'application d'une série de stimulations avec la même intensité, mais ils sont rapprochés. Voilà, par exemple, au début S1, S2, vous voyez qu'il y a des secousses témoins. À partir de S3, vous voyez, on applique S4 pendant le relâchement, donc il y a une augmentation de l'amplitude, c'est une amplitude croissante. On ne laisse pas l'arrivée vers la fin de relâchement. Donc, on a des secousses partiellement fusionnées qu'on peut observer, c'est-à-dire que toujours, il y a une excitation pendant la phase de relâchement et on peut enregistrer des lignes sinueuses, c'est ce qu'on appelle le tétanos imparfait. Par contre, dans le deuxième cas, on commence par les secousses témoins S1, S2. À partir de S3, on essaye d'appliquer des stimulations qui sont très rapprochées, c'est-à-dire pendant la phase de contraction. Donc, on ne peut pas enregistrer de relâchement, on aura uniquement une contraction avec une augmentation des amplitudes. Donc, on va enregistrer des secousses qui sont complètement fusionnées, se forment d'une ligne rectiligne. On parle donc d'un tétanos parfait. Donc, regardez la comparaison. Ici, les caractéristiques de tétanos imparfait S2 se fait pendant la phase de relâchement. Toujours, il y a une augmentation de l'amplitude, mais l'enregistrement se fait par une ligne sinueuse. C'est le tétanos imparfait. Lorsque les stimulations sont très rapprochées, se fait surtout pendant la phase de contraction, on aura une absence totale de relâchement et puis il y a une fusion complète des secousses, se forme d'une ligne rectiligne, c'est le tétanos parfait. À retenir, si la stimulation suivante se fait pendant la phase de relâchement de la secousse précédente, on obtient une fusion incomplète des secousses sous forme de ligne sinueuse avec une augmentation de l'amplitude, c'est le tétanos imparfait. Donc vous voyez les caractéristiques du tétanos imparfait. Par contre, pour le tétanos parfait, la stimulation se fait pendant la phase de contraction de la secousse précédente. On obtient une fusion complète des secousses sous forme d'une ligne rectiligne avec une augmentation toujours de l'amplitude. Un autre cas, lorsqu'on applique plusieurs stimulations éloignées, mais de même intensité. Donc, regardez ici par exemple, S1, S2, S3 jusqu'à S5SN. Donc, au début, vous voyez qu'il y a la secousse de même amplitude. Un certain temps, vous allez remarquer une amplitude décroissante jusqu'à la disparition totale des secousses. On parle donc d'une fatigue musculaire. Donc, à partir de S30, par exemple, regardez, il y a une amplitude décroissante, c'est-à-dire le muscle se fatigue jusqu'à la disparition totale du mouvement. Donc, pour expliquer, vous voyez, au début, si je compare les premières secousses avec les dernières secousses, vous allez remarquer que la première secousse, vous avez une amplitude A1 avec une phase de relâchement R1. Par contre, pour la dernière secousse, regardez qu'est-ce qui se passe pour l'amplitude des secousses, elle va diminuer. Par contre, la phase de relâchement, elle est très longue, donc il y a un prolongement de la phase de relâchement.
Donc, la fatigue musculaire, elle est caractérisée par une diminution de l'amplitude des secousses, si je compare les premières secousses avec les dernières secousses, et aussi une prolongation de la phase de relâchement. Ce qu'il faut retenir, la fatigue musculaire, elle est atteinte après une série longue de contractions et caractérisée par une diminution des amplitudes des secousses avec un prolongement de la phase de relâchement des dernières secousses. Après plusieurs contractions, le muscle arrive à une disparition, on a déjà vu ça, des secousses malgré la stimulation. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois dans la suite de ce cours, Inch'Allah.